Petra attire des millions de visiteurs grâce à un seul bâtiment. Taillé dans la pierre, il apparaît décoratif, cérémoniel et sûr. Les archéologues l'ont considéré comme une histoire achevée. Cette hypothèse s'est maintenant effondrée. De nouvelles découvertes montrent que le bâtiment n'a jamais été destiné à honorer les morts ou à servir les visiteurs. Ce qui se trouve en dessous n'a pas été placé là par accident. Et une fois que son but est compris, Petra ne peut plus être vue de la même manière. Les avertissements non exprimés et l'histoire réprimée. Pendant plus de 2000 ans, la structure connue sous le nom d'Al-Khazni, souvent appelée le trésor, a été taillée dans le rocher à l'extrémité de l'entrée principale de Petra. Quiconque entre dans la ville ancienne doit passer par un long corridor rocheux étroit appelé le Sikh, et le trésor est la première grande structure révélée lorsque ce passage s'ouvre. En raison de cet emplacement, il est devenu le bâtiment le plus vu, le plus photographié et le plus commenté de Petra. Cela a façonné la manière dont toute la ville était comprise. Aujourd'hui, il est présenté comme un triomphe du design ancien. Selon des récits locaux souvent répétés, il était autrefois traité très différemment. Les gens étaient avertis de ne pas s'en approcher de manière désinvolte, de ne pas rester près de lui et de ne pas le traiter comme un lieu destiné à un usage ordinaire. Selon les traditions orales bédouines partagées avec les explorateurs du XIXe siècle, le sol devant Al-Khazn n'était pas considéré comme sûr. Certains récits le décrivent comme un endroit où les vivants ne doivent jamais mettre les pieds. D'autres avertissaient que la terre elle-même réagissait à ceux qui restaient trop longtemps. Ce n'étaient pas des histoires symboliques. Ce étaient des règles pratiques transmises au sein des familles. On disait aux gens de ne pas dormir près de la structure et de ne pas laisser les enfants y jouer, surtout après le coucher du soleil. Plusieurs explorateurs occidentaux précoces ont enregistré ces avertissements sans les comprendre pleinement. Les journaux de l'époque mentionnent des revendications répétées de bruits étranges pendant la nuit. Selon les rapports, des hommes qui dormaient près d'Al-Khazn disaient avoir entendu des sons étranges pendant la nuit. D'autres décrivaient des sons bas qui semblaient provenir de dessous le sol plutôt que des falaises environnantes. Ces rapports étaient souvent rejetés comme de la peur ou de la superstition. Mais ils apparaissent à plusieurs reprises dans des documents rédigés par différents voyageurs qui n'avaient aucun contact les uns avec les autres. Certains explorateurs ont également noté des conditions physiques qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Selon leurs observations, l'air près de l'espace ouvert devant Al-Khazni portait parfois une forte odeur métallique, souvent décrite comme riche en fer. D'autres ont enregistré des baisses soudaines de température qui ne correspondaient pas aux conditions ailleurs à Petra. Lorsque des pierres étaient frappées contre le sol, le son résonnait d'une manière inhabituelle, comme si la roche en dessous était creuse plutôt que solide. Ces observations n'ont jamais été confirmées à l'époque, mais elles ont contribué à un malaise croissant. Ce qui rendait ces récits particulièrement convaincants était leur cohérence. Des voyageurs de différentes décennies, sans connaissance des journaux des autres, décrivaient des phénomènes remarquablement similaires. Selon des rapports ultérieurs, une note archéologique jordanienne des années 1950 décrivait le sol sous Al-Khazni comme structurellement dangereux et non de formation naturelle. Le document avertissait apparemment contre les perturbations et recommandait de restreindre l'accès. Dans l'année qui a suivi, la note a été retirée de la circulation publique. Aucune explication n'a été donnée et le document n'apparaît pas dans les archives standards aujourd'hui. Les chercheurs ont souligné des incohérences visuelles à l'extérieur d'Al-Khazni. Les symboles taillés en haut de la façade ne correspondent pas aux conceptions funéraires observées ailleurs à Petra. Certains chercheurs pensent que ces marques ressemblent à des symboles nabatéens liés à la restriction et à la séparation plutôt qu'à l'honneur ou au souvenir. Cette interprétation reste débattue, mais elle introduit une première rupture entre apparence et but. L'intérieur pousse cette rupture beaucoup plus loin. Contrairement aux tombes confirmées à travers Petra Al-Khazni, manquent des caractéristiques de base requises pour un usage funéraire. Selon plusieurs études, il n'y a pas de niche, pas d'arrangement planifié et aucun élément interne qui soutienne une activité funéraire à long terme. La structure semble puissante de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle fonctionne comme une coquille vide. Selon certains historiens, Al-Khazni n'a pas été traité à l'origine comme un lieu de vénération. Il a été considéré comme une frontière. Son apparence attirait l'attention, mais sa réputation exigeait de la prudence. La structure a peut-être fonctionné moins comme un monument et plus comme un couvercle construit pour détourner l'attention de ce qui se trouvait en dessous, plutôt que d'inviter les gens à l'intérieur. Alors que les archéologues commençaient plus tard à examiner pourquoi l'accès avait toujours été restreint, une autre réalisation a suivi.
La résistance à l'excavation n'était pas seulement une question de préservation. Il s'agissait d'empêcher des réponses à une question qui avait été évitée pendant des siècles. La peur politique, les dossiers perdus et des décennies de dissimulation. Pendant des décennies, l'excavation sous le bâtiment le plus célèbre de Petra n'a pas échoué à cause de la technologie ou du financement. Elle a échoué parce que la permission a été refusée. Selon des déclarations publiques, le département des Antiquités de Jordanie a à plusieurs reprises cité le risque structurel. Les responsables ont averti que creuser sous le parvis du trésor pourrait déstabiliser la pierre et menacer l'effondrement. Cette explication semblait raisonnable. Elle était aussi incomplète. Selon des rapports d'anciens consultants de projet, la correspondance interne soulevait une préoccupation différente. Le langage ne se concentrait pas uniquement sur le stress des pierres, il se concentrait sur les conséquences. Plusieurs documents auraient averti d'une panique culturelle si des structures souterraines étaient exposées. La préoccupation n'était pas que le creusement puisse endommager le bâtiment, c'était que le creusement pourrait révéler quelque chose qui ne pourrait pas être facilement expliqué ou contrôlé. Entre les années 1960 et 2020, plusieurs équipes de recherche étrangères ont soumis des propositions pour étudier la zone sous le parvis. Ces demandes provenaient d'universités et d'instituts ayant de longs antécédents en archéologie non invasive. La plupart ont été rejetées ou bloquées indéfiniment. Au moins 3 propositions faisaient référence à une fouille non autorisée antérieure des années 1930. Selon ces demandes, les notes de cette fouille n'étaient plus disponibles. Elles auraient disparu des archives institutionnelles sans explication. Un document de cette période antérieure a survécu. Selon plusieurs chercheurs qui prétendent l'avoir vu, la note contenait un avertissement direct. Elle stipulait ne pas perturber la chambre inférieure. Ce n'est pas une tombe. Le document n'offrait aucune description supplémentaire. Il n'expliquait pas ce qu'était la chambre. Il expliquait seulement ce qu'elle n'était pas. La note n'a jamais été publiée formellement et son origine reste contestée. Les responsables locaux ont également joué un rôle. Selon certains récits, les équipes scientifiques ont été découragées de manière informelle, même lorsque l'approbation formelle semblait possible. Le langage utilisé n'était pas technique. Il était prudent. Les chercheurs ont été informés que l'espace était scellé pour protection et non pour préservation. Cette formulation apparaissait dans les notes de réunion et les conversations privées plutôt que dans les rapports officiels. Elle suggérait une conviction interne selon laquelle l'excavation risquait de libérer quelque chose plutôt que de le découvrir. Il y avait aussi des histoires circulant au sein des cercles archéologiques. Selon certains chercheurs, des travailleurs affectés à des quarts de nuit près du parvis dans le passé ont rapporté avoir entendu des sons frappants sous le sol. Les sons étaient décrits comme rythmiques plutôt que aléatoires. Selon ces récits, plusieurs travailleurs ont refusé de revenir après ces incidents. Ces affirmations n'ont jamais été vérifiées publiquement, mais elles ont contribué à la réputation du site parmi les professionnels. En 2024, la position a changé. La permission a été accordée soudainement et avec peu d'explications publiques. Selon des rapports, la pression d'institutions de recherche avancées a joué un rôle. Des données satellites divulguées ont également révélé des anomalies de densité directement sous le trésor. Ces anomalies ne correspondaient pas à des formations rocheuses naturelles. L'imagerie a montré non seulement un espace vide, mais aussi des caractéristiques architecturales des lignes droites et des angles droits qui ne pouvaient être que d'origine humaine. L'approbation s'est venue avec des conditions strictes. L'excavation était limitée à des tranchées réversibles uniquement. L'enlèvement de sol nécessitait une documentation au millimètre près. Plusieurs agences ont surveillé le processus. Des capteurs ont été installés pour suivre le stress et le mouvement des pierres à tout moment. Selon les membres de l'équipe, ces restrictions étaient sans précédent par rapport à tout ce qu'ils avaient connu sur des sites comparables. Privément, les responsables ont émis un dernier avertissement. Selon ceux qui étaient présents, les chefs d'équipe ont été informés. Ce projet n'est pas une chasse au trésor. Ne traitez pas ce que vous trouvez comme un patrimoine. Traitez-le comme un confinement. Avec la permission accordée sous une tension extraordinaire, les chercheurs se sont tournés vers des scans non invasifs et la technologie a révélé une chambre qui ne devrait pas exister du tout. La chambre dont le design prouve qu'elle n'a jamais été une tombe. Une fois la permission enfin accordée, ils ont commencé par des scans. Selon les dossiers du projet, la première étape consistait à étudier ce qui se trouvait sous le sol sans le perturber. L'équipe a déployé 3 technologies distinctes. Le radar à pénétration de sol a cartographié les changements de densité. La résistivité électrique a mesuré comment le sol réagissait au courant. La magnétométrie a suivi les variations des champs magnétiques. Chaque méthode a fonctionné indépendamment. Les R3 ont produit le même résultat.
Sous le parvis devant le trésor, il y avait un vide. Ce n'était pas irrégulier, ce n'était pas fracturé. Il avait des bords droits et des coins définis. Selon les rapports, la forme était rectangulaire et fortement délimitée. Les cavités naturelles ne se forment pas de cette manière. La géométrie seule indiquait une construction délibérée. Lorsque les techniciens ont superposé les données, les proportions sont devenues plus claires. La chambre suivait des ratios observés dans un petit nombre de structures nabatéennes référencées dans des inscriptions anciennes associées à la restriction et au confinement. Ces proportions ne correspondaient pas aux conceptions de tombes connues. Les chambres funéraires de la même période montrent des agencements différents, des points d'accès différents et des divisions internes différentes. Selon des spécialistes, la correspondance n'était pas symbolique, elle était structurelle. Alors que le scan se poursuivait, les techniciens ont rencontré un second problème. Plusieurs balayages radars ont renvoyé des signaux déformés. Les ondes se comportaient comme si quelque chose à l'intérieur de la chambre interférait avec la résonance. Selon plusieurs techniciens, l'équipement a été recalibré et réexécuté. La distorsion est restée. Elle ne suivait pas les motifs associés à une erreur de machine ou à une interférence de surface. La perturbation du signal semblait localisée à l'intérieur de la chambre elle-même. Les données magnétiques ont ajouté une autre couche. Selon les rapports d'analyse, la chambre montrait des signatures de chaleur résiduelles incompatibles avec des espaces funéraires. Les chambres funéraires se stabilisent généralement à la température de la roche environnante au fil du temps. Cet espace ne l'était pas. Les relevés suggéraient une exposition à des événements de chaleur élevés répétés avant le scellement. Les chercheurs ont noté que de tels motifs s'alignent avec des espaces clos, utilisés pour des brûlages contrôlés plutôt que pour des enterrements cérémoniels. Lorsque l'équipe a amélioré davantage les modèles radars, des motifs internes de sédiments sont devenus visibles. Au lieu de se déposer uniformément, le matériau à l'intérieur semblait compressé en formation courbe. Selon des analystes géotechniques, ce motif suggère un mouvement interne avant que la chambre ne soit scellée. Les sédiments avaient été déplacés et poussés vers l'extérieur comme si des corps ou de grandes masses avaient bougé à l'intérieur d'un espace confiné. À ce stade, l'interprétation de travail a changé. Selon un chercheur de l'université de St Andrews qui a examiné la reconstruction composite, le design indiquait une fonction unidirectionnelle. La chambre permettait l'entrée. Elle ne soutenait pas la sortie, a-t-il déclaré. Quoi que ce soit, cela n'était pas destiné à laisser les gens sortir. Cette évaluation a rapidement circulé au sein de l'équipe. Alors que le travail se poursuivait, les conditions en surface ont également changé. Selon certains membres de l'équipe, rester près du parvis après le coucher du soleil est devenu difficile. Des rapports décrivaient un sentiment de pression et une légère désorientation. D'autres ont noté une accumulation de charges statiques sur l'équipement et les vêtements. Ces effets n'ont pas été documentés comme des dangers, mais plusieurs chercheurs ont choisi de ne pas rester sur le site après la tombée de la nuit. Formellement, la structure a été étiquetée « anomalie C » pour éviter les spéculations. Informellement, le langage a évolué. Selon des notes internes, les membres de l'équipe ont commencé à l'appeler « la chambre scellée ». Le nom reflétait ce que les données montraient. Ce n'était pas une cavité accidentelle, c'était une structure scellée conçue avec précision et intention. À ce stade, la conclusion était inévitable. Il y avait une chambre faite par l'homme sous le trésor. Son design ne correspondait pas à un usage funéraire, il ne correspondait pas à un usage de stockage, il correspondait à un confinement. Avec des preuves indéniables d'une structure scellée sous le trésor, l'excavation est devenue inévitable, forçant les archéologues à confronter la première chambre et la porte qu'elle cachait. Démarche taillée en chartaille voilier. Pour le confinement. L'excavation n'a pas commencé avec des outils lourds. Selon les protocoles du projet, les archéologues ont utilisé des instruments en bois et des brosses douces dès qu'ils ont atteint le bord supérieur de la structure scellée. Ce n'était pas une cérémonie. C'était de la prudence. Les outils en métal pouvaient provoquer des étincelles ou fracturer des surfaces rocheuses qui étaient restées scellées pendant des siècles. Chaque mouvement était ralenti. Chaque couche était documentée avant que la suivante ne soit touchée. La première structure claire est apparue juste sous la surface. Des marches étroites, taillées directement dans la roche, commençaient à descendre. Elles étaient raides et inégales. Selon des spécialistes en architecture, l'angle était inapproprié pour un usage funéraire. Les escaliers funéraires sont construits pour un accès répété et soigneux. Ces marches ne l'étaient pas. Elles descendaient abruptement et offraient un peu de prise. Certains chercheurs pensent que ce design aurait causé des orientations et instabilité pour quiconque descendant.
À mesure que l'excavation se poursuivait vers le bas, les murs bordant l'escalier devenaient visibles. Ils étaient sans simple. Il n'y avait ni sculpture, ni symbole, ni décoration de quelque sorte. Au lieu de cela, les blocs de pierre étaient étroitement ajustés de manière à résister à la force extérieure. Selon l'analyse structurelle, le motif de renforcement n'avait de sens que si une pression était attendue de l'intérieur de la chambre. Ce n'était pas une construction destinée à prévenir l'effondrement. C'était une construction destinée à contenir quelque chose. Un examen plus approfondi a révélé des marques sur les murs. Des rainures peu profondes et des motifs de griffures irréguliers apparaissaient à hauteur de bras le long de plusieurs sections de pierre. Selon les rapports, ces marques ne correspondaient pas au travail des outils utilisés dans la construction. Certains spécialistes estiment qu'elles ressemblent à des éraflures causées par des mains ou des objets traînés de manière répétée contre la surface. Le placement et la répétition suggéraient un mouvement et une résistance plutôt qu'un travail de finition. À mi-chemin de la descente, l'équipe a découvert un passage secondaire s'éloignant de l'escalier principal. Il n'est pas resté ouvert longtemps. Le tunnel était rempli de pierres et de débris. L'analyse du remplissage a montré qu'il avait été forcé délibérément depuis l'extérieur. Des marques d'outils sur la surface du plafond ont confirmé cela. Selon certains chercheurs, le passage a peut-être servi de route d'évasion à un moment donné, puis a été intentionnellement bloqué pour empêcher le mouvement de retour vers la surface. À mesure que l'excavation s'approfondissait, l'environnement changeait. Les membres de l'équipe ont rapporté que l'air semblait plus lourd. Les données de photogrammétrie ont capturé un comportement de la poussière qui ne correspondait pas aux conditions de tranchée ouverte. Les particules se déposaient rapidement et de manière inégale, suggérant un flux d'air limité. Ce n'était pas un effet naturel de la profondeur seule. Cela indiquait un espace clos en dessous qui n'avait pas échangé d'air normalement. Le son se comportait également différemment. Selon les rapports de l'équipe d'excavation, la parole ordinaire produisait de faibles échos secondaires qui ne s'alignaient pas avec la forme du puits. Les mots semblaient revenir plus doucement et déformés comme s'ils étaient réfléchis à travers des espaces internes étroits. Certains spécialistes acoustiques estiment que la géométrie de la descente était conçue pour manipuler le son, réduisant la clarté et augmentant la confusion. Au bas de l'escalier, la barrière finale est apparue. Une grande dalle de pierre scellait complètement la chambre. Son ajustement était précis. Il n'y avait aucune fissure, aucun canal pour l'air. Des tests ont montré zéro pénétration d'air. Selon les ingénieurs sur place, ce niveau de scellement est rare et inutile, à moins que l'isolement absolu ne soit l'objectif. À ce moment-là, la fonction de la structure devenait plus claire. Cette descente n'était pas construite pour accueillir. Elle était construite pour contrôler. Chaque choix de conception pointait dans la même direction. Ce qui se trouvait au-delà de la dalle scellée testerait enfin cette conclusion. Les morts ordonnées. Lorsque la chambre scellée a enfin été ouverte, la première chose que les archéologues ont remarqué était l'ordre. Les squelettes à l'intérieur n'étaient ni éparpillés ni effondrés. Ils étaient disposés avec soin. Chaque squelette reposait intact avec des os alignés et non perturbés. Selon les rapports d'excavation, ce niveau de préservation ne pouvait se produire que si la chambre était restée scellée pendant très longtemps. Il n'y avait aucun signe d'entrée ultérieure, aucune perturbation. Quoique ce qui ait été placé ici avait été laissé exactement comme prévu. Un examen plus approfondi a révélé des caractéristiques squelettiques inhabituelles. Plusieurs restes présentaient dans ce mode des marques osseuses que des spécialistes judiciaires analysent actuellement pour comprendre leur signification. Les marques ne correspondaient pas aux motifs communément associés à la décomposition naturelle ou à la pression funéraire, ce qui a suscité une étude plus approfondie. Les positions des squelettes ont approfondi cette préoccupation. Certains étaient arrangés dans des poses non trouvées dans les coutumes funéraires nabatéennes connues. Un certain nombre d'individus étaient placés face contre terre ou penchés en avant dans des postures inhabituelles pour les pratiques funéraires nabatéennes typiques. Selon des chercheurs familiers avec les pratiques funéraires régionales, ces positions n'ont aucune signification cérémonielle. Elles ne symbolisent ni honneur ni deuil. Elles semblent imposées plutôt que choisies. Les objets placés avec les squelettes ajoutaient une autre couche d'inquiétude. Il n'y avait ni biens précieux, ni bijoux, ni objets signalant un rang ou un souvenir. Au lieu de cela, de petits bols, des jarres et des céramiques simples étaient positionnés avec un espacement exact. Un récipient a été trouvé pressé contre une cage thoracique, comme s'il était maintenu en place au moment de la mort. Selon certains archéologues, ce placement suggère un contrôle rituel plutôt qu'une offrande. L'objet semblait avoir une fonction plutôt que de transmettre du respect. Les tests chimiques des murs de la chambre ont produit des résultats inattendus.
Selon les rapports de laboratoire, des traces de calcaire traitées ont été détectées sur plusieurs surfaces. Ce traitement est associé dans les contextes nabatéens à des pratiques de purification ou de confinement, et non à une préparation funéraire standard. La substance semble avoir été appliquée délibérément et uniformément, suggérant un processus contrôlé plutôt qu'une décoration. L'agencement des objets autour des squelettes suivait également des motifs. Plusieurs éléments formaient des regroupements spatiaux répétés qui ressemblent à des symboles référencés dans des inscriptions nabatéennes décrivant des espaces restreints parfois appelés maisons du silence. Selon certains chercheurs, ces motifs étaient destinés à marquer des zones de confinement plutôt que des tombes. Cette interprétation reste débattue, mais la répétition était claire. Un autre détail se démarquait. Plusieurs squelettes étaient disposés par paires. Ils n'étaient pas positionnés en tant que famille. Il n'y avait aucun indice d'âge ou de lien de parenté. Selon les notes d'excavation, ce jumelage suggère une sélection plutôt qu'une lignée. Les individus semblaient choisis et regroupés pour des raisons non expliquées par la tradition funéraire. L'air à l'intérieur de la chambre racontait sa propre histoire. Il était stagnant mais stable. Selon les relevés environnementaux, la chambre avait maintenu une condition interne scellée pendant des siècles. Il n'y avait aucun signe de circulation d'air ou d'échange. Cette stabilité soutient l'idée que l'espace a été construit pour un isolement à long terme plutôt que pour des visites. Pris ensemble, les éléments de preuve pointaient dans une seule direction. Cette chambre n'était pas conçue pour honorer les morts, elle était conçue pour gérer les gens. Chaque élément suggère un contrôle avant la mort et un isolement après. Selon certains chercheurs, ce n'était pas une tombe qui avait échoué. C'était un système qui fonctionnait exactement comme prévu. Mais les questions soulevées ici ne se sont pas arrêtées avec cette chambre. Elles sont devenues de plus en plus urgentes. Ce qui attendait au-delà du prochain espace scellé forcerait les archéologues à confronter le plein but de ce qui avait été construit sous Pétra. Le véritable but révélé. Lorsque la deuxième chambre scellée a été ouverte, le changement a été immédiat. Selon les rapports d'excavation, un souffle d'air piégé s'est échappé de l'ouverture. Les membres de l'équipe l'ont décrit comme lourd et difficile à respirer. Il portait l'odeur de décomposition mélangée à de la suie et à des traces chimiques aiguës. Un chercheur a déclaré plus tard qu'il avait l'impression de respirer quelque chose qui avait été scellé loin du monde depuis bien trop longtemps. À mesure que la visibilité s'améliorait, l'état de la chambre est devenu clair. Les murs étaient assombris par des couches de suie. Selon les spécialistes, ce motif ne pouvait être expliqué par un incendie accidentel ou une intrusion ultérieure. Les marques étaient uniformes et répandues, suggérant des brûlures contrôlées, répétées, effectuées pendant que la chambre était scellée. Ce type d'activité s'aligne avec des pratiques de confinement ou de purification plutôt qu'avec la tradition funéraire. Le sol présentait une scène très différente de celle de la chambre au-dessus. Ici, les squelettes n'étaient pas disposés. Ils étaient entassés. Les membres se chevauchaient quand les articulations étaient tordues hors d'alignement. De nombreux crânes présentaient des fractures. Les analyses judiciaires ont révélé que ces dommages étaient survenus avant la mort ou lors d'un confinement extrême. Cela ne correspondait pas à un effondrement naturel ou à un affaissement à long terme. Parmi les restes, un détail a arrêté l'équipe. Un squelette d'enfant a été trouvé pressé contre un adulte. La position suggérait une tentative finale de protection plutôt qu'un placement cérémoniel. Selon les rapports, cet agencement reflétait la panique et l'entassement. Cela ne reflétait pas un rituel. Cela reflétait la peur. Près du mur du fond, 3 squelettes se tenaient à l'écart des autres. Ils étaient positionnés délibérément. L'un montrait des signes de statut plus élevés basés sur des marqueurs restants. Les 2 autres présentaient des traumatismes sévères. Selon certains spécialistes, cet agencement pourrait indiquer une exécution rituelle ou un escortement forcé vers le confinement. Le contraste entre ordre et violence était frappant. Les objets récupérés dans la chambre ajoutaient à l'image. Plusieurs jarres en céramique contenaient un résidu épais. Des tests préliminaires ont identifié des composés riches en fer mélangés avec de la cendre et de la résine végétale. Selon des documents historiques, des mélanges similaires étaient utilisés dans des contextes anciens. Anciens pour provoquer confusion, conformité ou désorientation. Ces substances n'étaient pas décoratives. Elles étaient fonctionnelles. L'examen des os a révélé plus de preuves de contrainte. Des luxations compatibles avec des liens étaient présentes dans plusieurs squelettes. Selon des experts judiciaires, ces blessures surviennent lorsque le mouvement est restreint pendant de longues périodes. Cela soutient la conclusion que des personnes étaient retenues ici vivantes. Ce qui manquait avait autant d'importance que ce qui y était trouvé.
Il n'y avait aucune inscription, aucun texte funéraire, aucun nom, aucun marqueur de souvenir. La chambre n'offrait aucune reconnaissance des individus à l'intérieur. Selon les archéologues, cette absence était délibérée. La mémoire n'était pas l'objectif. L'élimination l'était. Lorsque la conception architecturale, les preuves physiques et le contexte historique étaient considérés ensemble, un schéma clair émergeait. Les anciennes sources nabatéennes font référence à des structures restreintes utilisées pour isoler des individus considérés comme dangereux contaminés ou socialement inacceptables. Selon certains chercheurs, cette chambre correspond exactement à ces descriptions. Cela a reformulé la signification de la structure au-dessus. Le visage orné taillé dans la roche n'était pas le but, c'était le couvercle. Il attirait l'attention vers le haut tout en cachant ce qui se trouvait en dessous. Le bâtiment n'invitait pas les gens à entrer. Il tenait quelque chose hors de vue. Ce qui a été découvert sous Petra n'ajoute pas une note de bas de page à l'histoire. Cela change la façon dont l'ensemble du site est compris. La structure la plus célèbre de Petra n'a pas été construite pour l'honneur. Elle n'a pas été construite pour le culte. Elle n'a pas été construite pour les morts. Selon les preuves désormais visibles, elle a été construite pour confiner les vivants et les effacer complètement. C'est la vérité que la pierre était censée cacher. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne.